Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons évoquer les aspects techniques et physiques du cyclisme, développement dans le cyclisme professionnel, donc quel est l'impact justement de ces aspects, quel est l'impact sur le physique et la performance du cycliste, mais on va rester dans le milieu professionnel, donc c'est dans la capsule Dans l'atelier, je suis sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, dans l'atelier de JP. Salut JP. Salut Arnaud et bonjour à tout le monde. Merci pour ton accueil. Donc qu'est-ce que ça t'évoque JP quand je te parle d'accès technique et physique dans le cyclisme, le développement dans le cyclisme professionnel, ça te fait penser à quoi comme ça ? Eh bien déjà, on va pouvoir être dans du détail qu'on essaye d'éviter habituellement puisqu'on s'intéresse au cyclisme non professionnel la plupart du temps et les enjeux sont pas les mêmes du tout et la recherche n'a pas du tout la même exhaustivité dans le cyclisme non professionnel que dans le professionnel. Donc dans le professionnel, on va débattre de choses un peu inhabituel par rapport à ce qu'on fait dans tous les épisodes, mais c'est intéressant. Mon cerveau de technicien aime quand même ça, voilà, d'aller chercher des pouillèmes, des millisecondes, des grammes. Gains marginaux. Voilà, les gains marginaux. Exactement, tout à fait. C'est intéressant. Parfois, ça a des répercussions sur le cycliste que nous sommes, parfois moins, mais dans n'importe quelle démarche compétitive, il y a une recherche d'absolu, donc voilà, on va gratter, et même si on n'est pas toujours capable, in fine, d'attribuer une victoire ou un gain de performance à un des détails qu'on a traités, on part du principe que tous les détails que nous avons traités contribuent au résultat. Voilà. Et alors justement, je me souviens des tout premiers épisodes qu'on a fait ensemble, tu parlais de système, de tout dépend dans quel système on évolue. Oui. Et là justement, dans le milieu professionnel, et pour bien comprendre justement comment le mécanisme fonctionne, comment ça impacte, c'est-à-dire comment la mécanique, la mécanique du vélo en fonction de leurs différents réglages, de l'efficacité, le choix aussi, et puis il y a aussi les équipementiers, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit tel ou tel champion être sur telle ou telle marque et rouler avec telle ou telle roue et avoir telle ou telle transmission. C'est pas forcément le coureur qui choisit la plupart du temps, voire même quasiment tout le temps, c'est aussi une histoire de partenariat, mais comment est-ce que la mécanique affecte la performance ? Alors oui, le système que j'évoque régulièrement dans nos podcasts, c'est le vélo et son pilote. Voilà, ils sont pour moi indissociables, donc cette paire constitue un système mécanique. Dans le domaine du cyclisme professionnel, on pourrait essayer de qualifier ça encore autrement. On pourrait parler d'environnement, parce qu'au-delà de ce système qui fonctionne pendant la durée d'une course, entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée, l'environnement joue un rôle. C'est-à-dire qu'un coursier, un cycliste professionnel, son entraînement au quotidien, et tu as des épisodes avec des confrères chroniqueurs sur le coaching, tu as parlé à quelques directeurs techniques d'équipe, il me semble aussi, etc. Tout ça, c'est un environnement qu'on ne peut pas soustraire à notre analyse, puisque c'est cet environnement où il y a des côtés orientés performance, comme tu dis, on va tester la nutrition, on va agir sur l'entraînement du cycliste pour qu'il ait une physio adaptée à ce qu'on veut faire. On va le faire se muscler quelque part, un moins ailleurs. On va faire en sorte qu'il ait tel poids. Si on peut, quand on le sélectionne, on va faire en sorte qu'il ait telle taille. Il y a tous ces critères qui peuvent rentrer en ligne de compte, la manière dont on lui offre des capacités de récupération, etc. Tout ça fait partie de l'environnement. Nous, ici, en tout cas dans notre capsule de l'atelier, on va essayer de se concentrer sur la partie plus mécanique. Mais l'environnement, il a aussi une répercussion, et tu l'as dit à juste titre, c'est que, in fine, il y a très peu d'équipes qui choisissent exactement sur quoi elles roulent. En tout cas, elles ne le choisissent pas d'un point de vue... C'est pas le directeur technique de l'équipe qui choisit qu'il va mettre tel groupe, ou telle roue, ou telle pneumatique. La plupart du temps, c'est plutôt la personne qui est en charge la réalité financière de l'équipe qui va dire « Ok, là, on va mettre des roues de telle marque parce que telle marque participe au budget de manière plus importante que l'autre. » Et donc... un petit peu à la manière de ce qu'on appelle des compétitions clients dans les domaines des sports mécaniques, automobiles ou motocyclistes, l'équipe va, en tout cas les techniciens, les mécaniciens de l'équipe vont avoir une base technique
sur laquelle ils vont devoir se reposer et qu'ils vont devoir optimiser avec les dérives auxquelles ils sont autorisés, celles sur lesquelles ils ne peuvent absolument pas s'aventurer. Tu sais très bien, on l'a vu à de multiples reprises sur des Tours de France, des pneumatiques spéciaux avec un autocollant noir pour pas qu'on reconnaisse parce que c'est pas la marque du sponsor. Bon, il y a des choses comme ça. C'est assez connu ça dans le monde. Voilà. Du et puis foot, c'est assez visible, notamment sur les chaussures. Voilà. Où certaines chaussures sont maquillées parce que le joueur est plus à l'aise dans une marque, mais ce n'est pas la marque. C'est pas la marque du sponsor. Voilà, tout à fait. Donc bon, ça, les équipes pro, elles doivent faire comme ça. Elles ont un cadre en tout cas que les techniciens ni les coureurs, encore moins les coureurs en fait, in fine non choisis. Encore moins les coureurs. Voilà, encore moins les coureurs. Et puis c'est leur base. Et donc avec ça, ils doivent travailler et ils doivent optimiser. Et c'est pour ça que certaines équipes ont une vraie démarche de recherche de gains marginaux. Ils essayent, ils vont changer des tailles de potence, des inclinaisons. Et puis, bien que, et on a pu le constater, toi et moi, on est allés dans des paddocks et dans des pelotons, les pilotes ont un gabarit qui est assez semblable quand on regarde 100 et peu sont écartés de la moyenne. Néanmoins, il y en a toujours un plus grand, un plus petit, il y a des tailles de membres qui vont différer, etc. Donc il y a une adaptation à faire. On sait bien que ces gens-là qui gagnent leur vie en faisant du vélo n'ont jamais de vélo sur mesure. Voilà, ils n'ont pas un cadre sur mesure. On doit donc adapter avec des périphériques. Il peut arriver des fois qu'il y ait des choses qui sont un peu prototypes ou des réalisations uniques, pas sur les cadres, mais on va voir une potence qui n'est pas au catalogue, mais tu vas trouver une potence en 160 pour un vélo, tu vas trouver des manivelles avec des dimensions spécifiques ou un plateau complètement hors norme qui n'est pas au catalogue aussi. On trouve de ce type d'adaptation, mais voilà, clairement, elles partent avec une base, et puis dans ce sport qu'est le cyclisme de compétition, le cyclisme professionnel, grosso modo, tout le monde part avec quelque chose de relativement, sinon équivalent, comparable. D'accord ? Il n'y a pas un cadre ou une marque de vélo qui est absolument supérieure à toutes les autres. Il n'y a pas une marque de roue qui est absolument supérieure à toutes les autres. Donc, ils partent tous d'un package qui est grosso modo fonctionnel dans le cadre de ces courses-là. Et puis, ils vont travailler sur cette base. Ce que tu veux dire, c'est que est-ce que des coureurs professionnels serait plus efficace avec un cadre sur mesure? Moi, j'y crois pas, non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, mais je te pose la question. Non, je pense pas. Je pense que parce que là, on parle de l'impact justement de. Oui, mais justement, c'est souvent quand on me dit le sur mesure c'est mieux, etc. Je dis écoute, ces gens-là, ils font les performances probablement les plus importantes qu'on puisse faire sur un vélo et ils ont pas de sur mesure, donc c'est pas une bride. Est-ce qu'il ferait dans de meilleures conditions de confort ? Peut-être. Et au même temps, quand on parlait tout à l'heure de la potence de 160, ou même je crois qu'un jour j'ai vu une 180, on en a vu combien ? Une. Ça veut dire que grosso modo, quelqu'un qui a une vraie spécificité physio qui requiert quelque chose de particulier, c'est pas la norme. Voilà. Ces gens-là, ils font avec les périphériques et les cadres qu'on trouve dans le commerce la plupart du temps. Et est-ce que tu penses, à l'inverse, qu'un coureur qui est professionnel, on l'a vu dans certaines équipes, un changement de matériel l'hiver, et la saison d'après, ou les mêmes coureurs gagnent beaucoup plus. Est-ce que là, tu penses que le vélo, à leur niveau de professionnalisme, a un réel impact ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais alors, c'est là que j'en reviens à la notion de système. C'est-à-dire que tu vas avoir un couple coureur-vélo qui va fonctionner dans un cas et moins. Ça ne veut pas dire que le vélo est meilleur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas parce que. Je ne sais pas si tu as des exemples en tête quand tu étais en train de me dire un nom avec une marque de vélo, etc. Exemples, j'ai anciennement l'équipe BNB Hotel qui roulait sur KTM. Oui. Donc beaucoup rigolaient en disant les pots ils ont vraiment pas de chance. Et à l'opposé, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, attention je ne juge pas les vélos KTM, je n'ai jamais roulé, je saurais pas vous dire, mais voilà ce qui se disait. Et à l'opposé, cette année, je pense à l'équipe Decathlon qui en est à sa plus de 34e victoire je crois, alors que l'année passée ils n'en avaient que 11 au total, et ils ont les mêmes coureurs. Donc tu vois, ça interpelle. Oui, ça interpelle, mais... En tout cas, c'est l'argument commercial de la marque pour dire, voilà, les mêmes coureurs avec un vélo différent gagnent 3 fois plus.
Voilà, alors on peut pas absolument avoir une analyse complètement inattaquable parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Le vélo, il joue un rôle. Mais je pense qu'il peut jouer un rôle quand il y a un vélo qui est raté, éventuellement, plutôt dans ce sens-là, d'accord, qui peut vraiment gréver les performances parce que il y a une problématique de conception, ces vélos sont faits en série, ils sont tous affectés parce que il y a un manque de rigidité à un endroit, ou on serait plus sur quelque chose qui tient du défaut à mon sens, voilà. Mais ça devrait être corrigé dans une année quand même. Après, il y a tous ces critères d'homologation pour que les cadres puissent être utilisés en compétition, etc. Ça peut prendre plus de temps. Maintenant, est-ce qu'un vélo seul ou même un composant peut révolutionner la vie d'une équipe et les victoires ? Je suis pas complètement convaincu. C'est vraiment une somme de petites choses. Parce que normalement, il n'y a pas de mauvais matériel sur ces circuits pro. Enfin, ça ne devrait pas arriver. Oui. Voilà. Donc maintenant, voilà, on peut considérer que un pilote en particulier, on ne va pas donner de nom, qui roulait sur un vélo l'année d'avant, qui lui convenait pas parce que il trouvait pas de position adéquate malgré les différents périphériques, ou la rigidité ou la souplesse relative, en tout cas les caractéristiques de cadre n'étaient pas adaptées à sa cadence ou à sa force de... Voilà, c'est quelque chose où tu trouves pas, t'as pas cette adéquation, tu t'adaptes mal au matériel et du coup tu sous-performes, et puis on te change de vélo et tu as plus cet inconfort et tu peux surperformer. Et après on peut aller loin là-dedans. C'est-à-dire que si tu as un vélo ou une marque de vélo qui ne te plaît pas et qui t'a imposé, et que à chaque fois que tu montes sur ton vélo tu dis il me plaît pas, il est pas de la bonne couleur, ou c'est pas cette marque-là, je la déteste parce qu'il y a 10 ans ils m'ont fait ci et ça, je pense que ça impacte la performance. Mais tu sais bien que j'ai toujours cette idée de ce qui est mental, de comment ça n'affecte. Le pouvoir de l'inconscient est redoutablement sous-estimé. Et là, si on va dans les petits détails, et là je sais que tu as des exemples, je pense notamment à la transmission. Quel est l'impact, par exemple, de ceux qui vont aller, ou des mécaniciens qui vont aller, là il y a quelques semaines, il y avait les championnats du monde, jusqu'à tremper la chaîne le soir dans un certain liquide à telle température, bien sûr. Et là, alors je ne sais pas si on peut le quantifier en watts, mais quels sont les faits sur ça, tu vois ? Alors c'est comme ça que c'est quantifié en watts. Par contre, ces expériences-là se font toujours en laboratoire, parce que pour quantifier l'impact d'un lubrifiant, puis c'est de ça qu'on parle, enfin d'un lubrifiant et de sa technique d'application, puisque c'est deux choses qui peuvent être valorisées dans cette chasse au watt. Il faut pouvoir isoler les autres caractéristiques. Donc, oui, on est capable de dire que le lubrifiant A est plus rapide que le lubrifiant B qu'on utilisait avant, que si on utilise le lubrifiant A sur une chaîne qui a d'abord été dégraissée avec un bac à ultrasons, etc., on va pouvoir quantifier la réduction de la friction dans sa transmission. Et encore que si on veut être très précis, il va falloir le faire sur tous les rapports, parce que en fait, la forme, la géométrie de la chaîne en fonction du dérailleur, de la longueur des bases, de la taille du premier pignon, de la taille, le coefficient de friction va être différent. Donc si on voulait vraiment être dans le détail, et c'est ce qu'on peut faire au labo, on va dire ok, sur un plateau de 56 avec un pignon de 10 derrière, en mettant tel lubrifiant, j'ai 3, 4, 5% de friction en moins. Donc on peut en déduire les watts. Le gain de watts ne va pas être le même nécessairement à 35 km/h ou à 55 km/h. C'est comme les gains aéros. Le facteur de la vitesse, parce qu'il y a aussi de l'échauffement, malgré qu'on ne tourne pas si vite que ça dans un vélo, tout ça change les caractéristiques de fluide, de lubrification, ça peut changer les caractéristiques mécaniques, la déformation du matériau. C'est hyper complexe. Donc en labo, on est capable de quantifier ça, puisqu'on a des instruments de mesure et on peut isoler les différents éléments. Néanmoins, sur le vélo, si on mesure 5 watts en labo, ça ne veut pas dire que c'est 5 watts quand c'est sur la route. Mais, comme on le disait en introduction, on va ajouter ces 5 watts potentiels avec 3 watts potentiels de roulement céramique dans les roues, avec 2 watts potentiels de roulement céramique dans la poulie de dérailleur. On va augmenter la poulie de dérailleur de 3 dents parce qu'on pense que l'angle de la chaîne est meilleur et que sur les grands développements, on aura aussi moins de friction. On va ajouter tous ces gains potentiels pour avoir un gain in fine, et je pense que celui-là, il est beaucoup plus difficile à maîtriser, ou en tout cas, il est beaucoup plus difficile à attribuer. Tu parlais de laboratoire également.
Et si on va sur l'aérodynamisme, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de coureurs professionnels, l'impact aujourd'hui du matériel, de la position des mains, on a vu que le poste de pilotage, en tout cas pour le contre-la-montre, même sur la route, parce que maintenant j'ai vu qu'ils avaient, de fait qu'il y ait des positions qui soient interdites. Interdites, oui, tout à fait. Ils ont totalement retravaillé le cockpit pour qu'ils puissent se mettre naturellement presque en position de contre-la-montre, alors qu'ils sont sur des vélos de route. Et le poste de pilotage du vélo de contre-la-montre a énormément évolué. À mon sens, avec les performances de Ganna, qui a vraiment mis ses embouts, en tout cas des appuis sur les mains totalement différents des autres, et ça a fait progresser le truc. Là aussi, sur l'aérodynamisme, les études qui sont faites en soufflerie, est-ce qu'elles sont suffisamment précises pour se rapprocher de ce qu'il y a en extérieur, probablement avec le sens du vent? J'imagine que dans les laboratoires aussi sophistiqués, ils ont toutes ces possibilités. Sur l'aéro, oui, on est capable de reproduire en soufflerie vraiment des conditions qui sont... on va reproduire artificiellement des conditions, des directions de vent, des puissances de vent. Ce qu'on ne peut pas reproduire, c'est la façon dont elles évoluent dans le temps. D'accord ? On est capable de dire qu'on a des gains potentiels avec un vent de face à 60 km/h, qu'on a tant de gains ou tant de déperditions quand on a un vent de travers, etc., avec la hauteur de roue. On peut avoir toutes ces infos-là. Et maintenant, tu sais pas si quand tu vas rouler, le vent va pas arrêter de tourner, ou il va y avoir un paramètre différent de température. Enfin, on pourrait imaginer que l'hygrométrie, quand on est en train de rouler à l'extérieur, va avoir un impact sur, par exemple, une combi qui est censée être aérodynamique quand elle est sèche, et s'il y a un peu plus d'humidité, elle va moins fonctionner. Tout ça, ça pourrait se quantifier en labo, c'est beaucoup plus difficile dans la vie réelle. Néanmoins, on sait que le travail de soufflerie, il permet vraiment de décrypter ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Tu parlais de position, on l'a déjà dit aussi, c'est quasiment le gain le moins cher et le plus important dans l'aéro, c'est la position du pilote. On a des coureurs qui ont tendance plutôt à être grands et longilignes, filiformes, pour pas dire filiformes, voilà. De toute façon, on sait qu'on va essayer de les basculer vers l'avant parce que c'est aussi une façon de leur permettre de développer une puissance maximale avec leurs jambes en les basculant. Mais c'est aussi un gain aérodynamique, réduire la taille des cintres, la position des bras, tout ça, ça a un impact bien plus important en termes de masse de réduction de la traînée que la roue ou le petit embout sur la valve ou que même l'intégration des gaines. Voilà. Donc c'est number one. Ces gens-là, c'est des équipes qui sont rompues à la recherche de performance, donc ils vont d'abord travailler sur les gros postes, sachant que il y a un facteur humain dans le gros poste, parce que c'est bien d'avoir un cintre de 32 cm de large, d'avoir orienté les cocottes d'une certaine façon, mais si le pilote à un moment se détend et commence à mettre les coudes dehors, etc. On en a parlé ça la dernière fois, des guidons qui étaient effectivement, du poste de pilotage qui était effectivement de plus en plus étroit. On en a parlé dans l'épisode justement où on avait on était toute l'équipe réunie à distance, mais en tout cas on a parlé justement de cette saison et notamment du thème des chutes. Et pour ma part, je pense que le fait que les guidons soient de plus en plus petits et donc le vélo de plus en plus difficile moins stable, à conduire, à contrôler, ça entraîne la chute. Mais on voit effectivement on parlait de l'impact, c'est le sujet aussi les aspects techniques et l'impact de ça sur le cycliste professionnel. On voit que ces postes de pilotage qui ont évolué ont un vrai impact sur la manière dont le cycliste se déplace. Oui, puis sur l'effort qu'il doit fournir, la vigilance qu'il doit fournir, parce que dans une descente, la vigilance du cycliste entre un cintre de 44 et un cintre qui n'existe pas dans le peloton pro, mais voilà, disons un cintre de 44 cm et un cintre de 32, la vigilance nécessaire n'est pas la même. Voilà, après, on est sur des athlètes de haut niveau, donc c'est le niveau d'exigence qu'on a vis-à-vis d'eux. Après, ces équipes vont vraiment travailler par d'abord les grosses masses, et puis après ils vont aller dans ce que tu appelles les gains marginaux, et ils vont chercher effectivement, là on range les gaines parce que elles ont un impact de temps, on range ça parce que c'est un impact de temps, on va essayer d'optimiser la largeur du pneu par rapport à la largeur de la jante. Dans mon monde à moi, on a élargi l'intérieur des jantes parce que ça permettait d'augmenter le volume d'air et donc de descendre les pressions. Dans leur monde à eux, on a bien voulu élargir les jantes parce que ça permettait d'avoir un meilleur fonctionnement aérodynamique alors que les pneus avaient grossi eux aussi, tu vois. Donc, in fine, tout évolue, mais
l'impact, encore une fois, ils ont tous un matériel de base qui normalement doit performer, et puis ils vont aller travailler sur les petites pièces. Tu parlais de l'adaptation au pilote. Si tu ranges par classe de taille, globalement, c'est assez rare. La petite anecdote où on disait, voilà, on a vu une potence de 160, ou alors avec un angle incroyable de moins 15 degrés, etc. On doit s'adapter au cadre du manufacturier dont on dispose dans l'équipe aussi, c'est sûr. Et puis quand on a quelqu'un qui a une proportion buste-jambe qui est un peu hors norme, on essaye de pallier ces conditions-là. Et là, on n'ira pas sur la différence homme-femme. On a fait beaucoup de sujets et d'épisodes sur ça, ou encore une femme et un homme, morphologiquement, c'est pas la même chose. Et pourtant, il y a des cadres, ce sont les mêmes cadres. Oui. Tu vois, et donc, par les périphériques, chacun doit s'adapter à sa morphologie. Complètement. Alors après, voilà, on reste sur des choses qui sont des produits qui sont industriels. Donc, dès lors qu'on fait des cadres en quantité, un cadre en taille XS, on ne sait pas si c'est un cadre pour une femme ou un homme, même si souvent le manufacturier se dit un cadre XS, normalement, ça convient plus à des femmes qu'à des hommes dans les grosses masses statistiques. Donc des fois ils essayent d'adapter, c'est-à-dire qu'ils vont se dire là dans les petites tailles on va mettre un peu plus de sloping pour qu'il n'y ait pas de problème de passer au-dessus du top tube. Il y a des considérations qui peuvent être prises comme ça. On a quand même une certaine uniformité des physiques dans le domaine de la compétition de haut niveau, donc on a moins cette problématique-là, mais de temps en temps, voilà, on vient corriger un truc, ou des fois c'est pas une correction, c'est un goût particulier pour un pilote qui veut absolument, il a quelque chose, un goût, il a développé une aptitude à être encore plus vers l'avant, et il va demander une potence qui plonge encore plus, ça peut arriver. Et on a eu, alors je ne sais pas aussi si c'est un effet de mode ou pas, mais tu sais, ces fameux dérailleurs arrière, les galets, il y a deux ou trois marques qui ont je t'expliquais tout à l'heure, qui sont très très grosses. Oui. Là aussi, c'est quoi? C'est effet de mode, impact, pas impact? Alors, dans le cyclisme pro, il y a un impact, encore une fois, qu'on peut mesurer en laboratoire, d'accord? Et l'idée, c'est pas de dire que parce que tu as mis ce qu'on appelle les galettes dérailleurs, voilà, ou en anglais on dit poulie, la chaîne est un rayon de courbure qui est plus grand, d'accord? Les dentures sont grandes, voilà. Et dans le même temps, avec les transmissions 12 vitesses ou 13 vitesses, on met des pignons de 10 alors qu'avant on démarrait en 11 voire en 12. Donc il y a un endroit où on va casser plus la chaîne et après on se dit la poulie, il faut qu'elle fasse 16 ou 17 dents maintenant. Bon. Oui, on va en augmentant le rayon de courbure de la chaîne, on peut diminuer la friction. D'accord ? En plus, quand on met sur un galet de dérailleur comme on a juste à côté de nous, il n'y a pas de roulement ici. La plupart du temps, ce sont des paliers. D'accord ? Il se peut qu'il y en ait certains qui aient des roulements. Ceux-ci, on va avoir des paliers. Si on remplace le palier par un roulement, si on remplace le roulement par un roulement à céramique, il y a encore moins de friction. Et on sait bien que dans le cyclisme professionnel, l'avantage, si on peut appeler ça un avantage, c'est que si le roulement céramique il ne dure que 2 courses, c'est pas grave, il dure que 2 courses. Ils n'ont pas une question de durabilité, ils n'ont pas une question de savoir s'ils vont faire l'entretien, ils vont faire l'entretien parce qu'il y a des mécanos qui sont là pour faire l'entretien. Donc on va optimiser chaque chose, voilà. Mais il y a une probabilité non négligeable pour qu'une équipe qui soit équipée complètement de chapes de dérailleur modifiées avec des galets de dérailleur céramique, etc., ait reçu la contribution de la marque qui produit ces produits-là. Voilà. Donc tu sais jamais, bien sûr que en labo, on va mesurer le galet, il tourne plus vite que le déroulement céramique, et il y a 0,1% de friction en moins parce que l'enroulement de la chaîne est sur un rayon supérieur. Donc ils vont tirer de partout, voilà. C'est pour ça qu'ils mettent des lubrifications par cire, c'est pour ça qu'ils ont des bacs à ultrasons. Ils optimisent. Voilà, ils optimisent et puis ils vont chercher à tourner sur des gros plateaux aussi parce que dans tout le monde de la mécanique et des engrenages, on a des habitudes d'optimisation et puis ils sont capables de tirer des gros développements. Donc on fait en sorte, en tout cas avec les règles du jeu qu'il y a aujourd'hui, c'est pareil, tu vas trouver des fois des corps de roue libre ou des roulements qui sont dépourvus de graisse par exemple, qui vont être lubrifiés à l'huile pour faire encore moins de frottement. Voilà, parce qu'on a moins la question de la durabilité. Et encore que, tu as certaines équipes qui ne sont pas dotées des mêmes sponsors et qui doivent entretenir leur matériel. Et c'est pour ça que tu vois
si on parle de Shimano par exemple, il y a des équipes qui roulent en Dura-Ace et puis il y a des équipes qui vont avoir un pédalier Dura-Ace et tout le reste c'est de l'Ultegra parce que ça marche suffisamment bien, que ça coûte moins cher, que c'est plus abordable. Il y a des choses comme ça aussi qu'on voit même dans les pelotons pro. Et on a déjà évoqué un peu les rapports dans la transmission. Alors là aussi, est-ce qu'il y a un impact? On voit tu l'as dit, des plateaux qui sont de plus en plus grands. Là aussi, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est les matériaux qui permettent justement de pouvoir avoir des plateaux de plus en plus grands pour certains coureurs, pour certains types d'efforts, et donc d'aller de plus en plus vite? Mais est-ce qu'au fond, tu penses qu'un coureur professionnel, il connaît tous les rapports, 50-13, combien ça fait par rapport à un 40-15 ou un 36-11? Alors, tu vois ce que je veux dire? Pour avoir plus côtoyé les gens de la piste, sur les gens de la piste, oui, ils maîtrisent ça. Par cœur. Par cœur. Ça, vraiment, ils ont un savoir là-dessus, ils savent. Enfin, voilà, ils maîtrisent ça. Sur la route, j'ose espérer que c'est le cas, je pense, vraiment, parce que c'est leur quotidien. Donc, oui. Le matériau pour faire les plateaux a jamais été vraiment un facteur limitant sur le fait on peut en piste ils ont des plateaux bien plus gros que 60 dents s'il y a besoin, donc on sait les faire. Après c'est pas forcément les mêmes ancrages et les mêmes anthrax, mais ça il n'y a pas de limite mécanique là-dessus. On pourrait faire plus gros, mais ils vont le faire parce que ils savent tirer ces développements là. Donc il y en a aussi qui cadencent moins vite et qui vont avoir un pédalage plus en force. Donc ça reste un choix assez personnel finalement. Puis on a vu une période où ça grossissait, il y avait une compète du plateau, puis maintenant que les pneus ont grossi, on a aussi un développement plus long. Donc on revient peut-être un petit peu en arrière, puisque quand on passe de 25 à 32 sur un pneumatique, on ne tire pas la même chose. Voilà, des fois ça peut faire une dent, 2 dents d'écart en fonction de là où on part et là où on arrive, mais le pneu rentre en compte dans le calcul. Ouais. Mais certains aussi, je pense notamment aux pistards, c'est à la vitesse à laquelle ils veulent rouler et à la cadence à laquelle ils sont capables d'emmener, ils sont capables d'en déduire justement une transmission. Oui, dans un autre épisode, on parlait de Quentin Lafargue avec qui j'ai pas mal travaillé, qui est un ami, et oui, il sait, en fonction de l'effort, en fonction de l'épreuve, en fonction de sa forme, oui, tout à fait. Et eux, en plus, les pistards, c'est eux, la plupart du temps, qui changent. Ils changent les plateaux. C'est eux, ils prennent leur vélo, c'est eux. Exactement. Font, voilà. Il y a pas effectivement, ils posent pas le vélo, c'est pas le mécano qui. Ça peut arriver à certaines occasions. Ça peut arriver, mais quand ils font leurs entraînements, ils changent tout, voilà. Mais c'est eux qui maîtrisent parfaitement leur plateau, leur ils ont leur on dirait des chefs cuistots, ils ont leur petit étui, ils ont les plateaux dedans, les pignons, et ils font tout. Quel est selon toi, JP, je ne sais pas si on peut dire l'outil ou le périphérique qui a vraiment eu un impact très très important sur le cyclisme ces dernières années? Qu'est-ce qui a vraiment été un game changer selon toi? Je pense que la physio des athlètes a plus évolué que le matériel. En tout cas en termes d'impact global sur la performance, je pense qu'on a plus travaillé sur le moteur que sur la partie cycle. Le moteur étant le bonhomme. Stratégie d'entraînement, l'optimisation. Voilà. Je pense que ça c'est ça qui a fait c'est ça qui fait le plus de différence entre les performances d'un Tour 2024 et un Tour, je ne sais pas à combien d'années tu voulais remonter, mais il y a peut-être 40 ans. Alors oui, le matériel est radicalement différent, mais dans la différence de performance à 40 ans d'écart, je pense que la partie humaine a joué de manière plus importante, plus impactante que le matériel proprement. Ouais, je pense. Alors après, il faudrait faire courir en 2025 Pogačar sur un vieux Sifac en acier, je sais pas. Non, mais c'est vrai que depuis, tu parlais de 40 ans, il y a eu les pédales automatiques, il y a eu des changements de vitesse au frein. Ouais, mais tu rappelles les pédales automatiques, il y a 2 ans, la Clan Morton, il a fait l'Alter Tour et en Birkenstock, et il a roulé à 29 de moyenne et il a fait la même chose que les étapes d'avant avec ses chaussures. C'est vrai. Donc, est-ce que c'est finalement un outil de performance ou un outil de confort, ces clips et ces pédales auto? Je sais, tu vois, c'est vrai que sa performance, elle est passée un peu trop inaperçue, mais il a fait une performance énorme, le nombre de kilomètres parcourus par jour en moyenne. Sans masseur, voilà. Donc, et il a performé. Donc, les vélos ont évolué. Et très clairement, le vélo du Tour de France d'aujourd'hui et celui d'il y a 40 ans, il suffit de les voir, même quelqu'un qui ne fait pas de vélo, il peut se rendre compte de la différence. Alors, on est sur la même architecture, il y a 2 triangles, un nombre de tubes, le matériau a évolué, le système de freinage a évolué, les transmissions ont évolué,
Mais maintenant, on a 24 vitesses sur un vélo très facilement. Avant, on en avait peut-être 12. On va pas 2 fois plus vite. Non, mais c'est... C'est pas le nom. Enfin, voilà, tu vois, par contre, regarde les pilotes. Les pilotes sont très différents. Ils sont pas du tout soumis au même régime. Ils ont pas du tout la même musculature. Ils sont pas le même textile. Ils passent pas le même poids. Tu vois. Ne serait-ce que le textile. Le textile. Donc, tout ça, ça a vachement changé. Attribuer... le gain de performance à l'un ou à l'autre de ces deux parties du système, c'est très difficile. Moi, c'est une intuition. Mon intuition me dit que c'est la partie humaine qui a le plus évolué. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions. JP, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cet épisode ? On a couvert l'intégralité. Bon, juste redire, on a en introduction, on a bien dit que ça concernait les professionnels. Voilà, gardez bien ça en tête au quotidien quand vous roulez sur votre vélo, même si vous faites des cyclosportives, etc. Il y a souvent beaucoup de choses à faire avant d'aller s'intéresser aux gains marginaux et souvent de dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Voilà, oui. La performance peut être ailleurs. J'avais fait tu me fais penser, j'avais fait un épisode sur le podcast Ultra Talk avec Kylian Jornet, alors un monstre du trail quand même, hein. Et on parlait des gains marginaux et Kylian Jornet m'avait répondu, mais je pense que les gens devraient se concentrer déjà à la base sur leur entraînement au quotidien, oui. Et les gains marginaux, ça concerne 1%, 0,01% de la population des trailers, mais à la base, avant de penser aux gains marginaux, pensons déjà au quotidien. Aux fondations. Exactement. Voilà. Un grand merci à toi, JP, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. T'es encore là, toi, qu'est-ce que tu veux ?